Juste pour vous rappeler peut-être cet élément essentiel du droit au choix. Et le droit au choix, c'est pas juste le droit au choix. On ne peut choisir que quand on comprend, quand on connaît, quand on bénéficie d'une information loyale, claire et compréhensible. Sinon, on ne peut pas choisir. Et donc, ce premier devoir, c'est bien l'information. Et ce qui ressort aussi de ce début d'enquête du professeur Philippe, que je supplie de continuer cette enquête et de l'approfondir. Je ne sais pas, débrouillez-vous, faites comme vous voulez, mais il faut qu'il y ait des milliers d'études sur ce sujet-là, parce que c'est la première fois qu'on sort du préaffirmé, gratuit, pour essayer d'avoir une vision concrète et basée sur des réalités. Surtout que le préaffirmé gratuit me trouble. Quand j'entends dans la bouche de l'ARS l'expression part de marché, je ne peux pas vous dire autre chose, ça me trouble, c'est évident. Tout en ayant conscience que, comme citoyen, j'ai des devoirs et que l'efficience n'est pas du tout une imbécilité. Mais ça me trouble quand même. C'est-à-dire qu'il y a des mots qu'il faut savoir choisir, qu'il faut savoir adapter aux interlocuteurs. Et on voit bien aussi dans les tableaux que ces parts de marché, vous allez les gagner sur les vieux. Je parle en connaissance de cause. On a vu dans les diagrammes, je ne sais pas chez les enfants, parce que c'est historiquement comme ça que ça se passe, c'est sur les vieux que vous allez les gagner. Et les vieux, on ne leur parle pas de la même façon. Puis les vieux, c'est souvent polypathologique. Donc il y a des tas de paramètres qui vont intervenir dans la loyauté de l'information par rapport aux conséquences de la chirurgie ambulatoire. Et puis les vieux, ça a plus peur. Ça a plus peur parce qu'ils connaissent leur fragilité. J'ai dit fragilité. Et ils savent que cette fragilité, ça peut faire mal très vite. Ça peut déséquilibrer très vite. Et moi, je suis une vieille et vous voyez, la canicule, eh ben, je peux vous dire que mon corps, il m'en a parlé de la canicule. Et donc, je ne sais pas, mais la chirurgie ambulatoire, quand il y a de la canicule, à mon avis, ça doit être réfléchi autrement quand c'est des vieux. Et puis les vieux, ça ment. Ça ment et ça ment parce que ça ne veut pas dire qu'il est tout seul et isolé. Si vous leur demandez s'il va y avoir quelqu'un, on l'a vu dans les études que le post-opératoire, c'est la famille qui assure. Et un vieux, ça va vous dire oui, ma fille est là. À part qu'il est en chirurgie ambulatoire le mercredi et que la fille, elle sera là le samedi. Mais il ne va pas vous le dire, parce qu'un vieux, ça veut pas paraître éventuellement avec une famille pas aussi présente qu'il l'aimerait, qu'il le souhaiterait ou qu'il en a besoin. Donc on voit bien que cette anticipation, cette préparation loyale, claire et compréhensible des personnes auxquelles on offre cette possibilité d'une chirurgie ambulatoire, elle est absolument essentielle si on ne veut pas d'abord des retours de bâton terribles 24, 48 heures ou 3 jours après, mais surtout si on veut générer de la confiance. Parce qu'un échec, ça se propage. La vieille auquel on a opéré de ses varices et qu'on appelle gentiment à 8 heures du matin, parce que ça se fait très bien. 8 heures du matin, est-ce que ça va, madame? Oui, ça va. À part que madame, elle n'a pas mis le pied par terre et elle n'est pas encore sortie. Mais qu'à 10 heures du matin, quand elle va sortir, elle va se fracasser la tête sur le trottoir parce qu'elle aura un vertige. Voilà, donc vos marges de manœuvre, je supplie aussi, j'ai vu dans les tableaux ces toutes petites franges de rouge, dans vos tableaux, professeur. Et moi, je suis tétanisée parce que je suis une vieille de l'ARS, on m'a embauchée comme représentant, embauchée bénévole gratuite depuis 2010 à l'ARS. Et déjà en 2010, on me parlait de la réduction des inégalités.
Et là, je vis la joyeuseté du bilan du PRS1 où on me dit, on m'explique, paf, c'est planté, on n'a pas du tout réduit les inégalités, on les a aggravées. Donc je lis en ce moment dans la préparation du PRS2, c'est malheureux que monsieur le DGA soit parti, mais il le sait, je lis objectif numéro 1, la réduction des inégalités. Et bien c'est sur ces petits rouges qu'on va soit aggraver, soit réduire les inégalités. C'est pas sur ceux qui vont globalement bien, qui n'ont pas de fragilité, qui savent de quoi on leur parle, qui sont décisionnaires, énergiques et puissants. C'est sur cette petite frange de rouge qui est dans l'impuissance et dans la capacité. Et c'est sur cela, vous avez, docteur, parlé des bobos de la butte, mais moi je vous parle de la Seine-Saint-Denis, où dans les hôpitaux où ont été identifiés 150 langues, dialectes et idiomes. Hein? Et qu'est-ce qui se passe dans l'information des patients quand il y a 150 langues, dialectes et idiomes? Comment vous avez tous, c'est un grand mot vachement à la mode, moi je l'adore, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps parce que je suis idiote, mais c'est la littératie en santé. Vous savez tout ce que c'est. Levez le doigt ceux qui osent lever le doigt pour dire qu'ils ne savent pas. La littératie en santé, c'est l'équivalent de l'illettrisme en matière de santé. L'illettrisme, vous savez, c'est 7% de la population française qui sont allés à l'école mais ne peuvent pas comprendre trois paragraphes courts simples. L'illettrisme en santé, c'est 50% de la population française quand même. C'est-à-dire des gens incapables de comprendre un court paragraphe traitant de la santé. Ça doit vous faire réfléchir, ça, dans la loyauté des informations que vous donnez. C'est quand même énorme. Je vous signale accessoirement qu'un tout dernier chiffre vient de tomber qui est quand même assez angoissant pour moi, représentante des usagers, c'est l'illettrisme dans les professions de santé et dans les professions sanitaires et sociales. 4,5% des professionnels sanitaires et sociaux sont illettrés. Ça vous fait pas peur à vous ? Moi, oui. Enfin, je peux supposer que ce n'est pas des médecins, quand même. Hein. Ça, je suis bonne, je suppose que ce n'est pas des médecins. Mais enfin, quand même, ça interpelle. Ça interpelle. Tout ça pour vous dire que ce chiffre de l'illettrisme en santé, ça doit être un phare pour vous dans votre devoir d'accessibilité à vos informations. Et c'est parce que vous avez donné une information tronquée. Et j'entends tout de suite dans mon oreille la réponse que vos cerveaux sont en train de produire. Oui, mais si on leur dit tout, ils ne vont pas vouloir. Ça, c'est ce que j'entends, en particulier, par exemple, dans la recherche médicale. On ne peut pas leur dire tout. Parce que si on leur parle de tous les événements indésirables qui peuvent se produire, ils ne vont pas vouloir y aller. Et bien pour la chirurgie ambulatoire, c'est pareil. Mais c'est le médecin traitant, c'est la fille, le conjoint, qui le soir même va devoir affronter des difficultés auxquelles il n'est absolument pas préparé. C'est le médecin traitant le lendemain matin, quand il y en a un, parce que vous êtes plein de l'abondance parisienne, mais moi je vous parle que l'Île-de-France, c'est pas que de l'abondance, etc., etc. Juste, vraiment, j'aimerais insister auprès de vous tous sur cette nécessaire accessibilité des informations que vous donnez. Ne préjugez pas de ce que peuvent comprendre vos interlocuteurs. Ne préjugez pas de ce qu'ils vous disent. Oui, oui, docteur, j'ai compris. Parce que je rappelle que ce sont des gros menteurs et que c'est extrêmement difficile d'avoir le courage social de dire « docteur, j'ai rien compris ». Eh bien, c'est pas du tout évident, contrairement à ce que vous croyez. Et puis, nous avons tous conscience que le docteur, il est pressé, qu'il n'a pas que ça à faire, surtout quand il nous parle, la main déjà sur la poignée de la porte de la sortie. Donc, nous n'osons pas relancer des questions, relancer ce que nous n'avons pas compris. Voilà, je vous exige de vous de la loyauté. J'exige de vous un effort de vocabulaire accessible au plus grand nombre. J'exige de vous
la compréhension de nos peurs, la compréhension de nos peurs légitimes. Et ce chantage abominable, vous serez tellement mieux dans votre lit. Oui, mais dans notre lit, on n'a pas un petit bouton pour appuyer et appeler au secours si on a une détresse physique, morale ou matérielle. Et ce petit bouton-là, eh ben, on en a besoin. Et c'est à vous de nous le construire par la confiance, nous le construire par la clarté, de nous construire par l'authenticité de votre parole. Et c'est à cela que je vous appelle le plus. Merci.